Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur. Avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Pas de celui qui vous aide à organiser votre vie, non, celui qui vous organise vous. Celui qui transforme votre esprit en machine à tout contrôler, tout prévoir et même tout anticiper. Cette illusion qui vous fait croire que si vous contrôlez tout, rien de mal ne peut arriver. Alors spoiler, la sécurité absolue n'existe pas. Et c'est en la cherchant quand même qu'on perd notre sérénité. Et quand bien même on en a conscience, pourquoi on ne peut pas s'en empêcher ? D'abord, soyons clairs. Il y a une différence entre organiser sa vie et être prisonnier de l'organisation. Le contrôle sain, c'est préparer ses affaires la veille, avoir un agenda, vérifier une fois qu'on a fermé le gaz avant de partir 3 semaines en vacances par exemple. C'est de l'organisation, ça s'adapte. C'est ce que font la plupart des adultes responsables. Ensuite, on a le contrôle excessif qui est de refaire systématiquement le travail des autres. Planifier chaque minute des vacances, vérifier son téléphone 50 fois par jour, relire un email 15 fois avant de l'envoyer, ou alors ne jamais pouvoir déléguer. En fait, c'est une hypervigilance qui épuise. Et enfin, on a les troubles obsessionnels compulsifs. Là, on entre dans des rituels qui prennent des heures, des vérifications qui empêchent de vivre normalement. Donc si c'est votre cas, cet épisode peut vous éclairer, mais un accompagnement professionnel sera de toute façon nécessaire. On va surtout parler du deuxième niveau qui concerne le plus de personnes. C'est cette zone grise où le contrôle nous rassure sur le moment, mais nous épuise à long terme. Parce que le contrôle ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. Il prend différents visages, différents masques. Alors pour vous illustrer ça, j'ai pris l'exemple de 4 personnes avec un besoin de contrôle différent. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans l'un d'eux. On a d'abord Patrick qui est le vérificateur compulsif. La porte, le gaz, les fenêtres, les appareils électriques, son cerveau génère des scénarios catastrophes en boucle. Et si, et si, et si. Vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage ou même vous qui est comme ça. Il passe 30 minutes chaque matin à vérifier avant de partir, il est souvent en retard au travail, mais il ne peut pas s'en empêcher. D'un autre côté, on a Delphine, qui est l'organisatrice sociale. Elle adore organiser des dîners. Enfin, elle adorait, parce que maintenant, c'est devenu une opération militaire. Planning à la minute, apéro de 19h à 19h45, entrée pile à 20h, playlist créée sur 3 heures, chaque titre correspond à l'ambiance de chaque plat. Non, bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Même le menu, il a été testé 2 ou 3 fois à blanc les week-ends précédents. Et évidemment, le jour J, Delphine, elle est épuisée. Pendant le dîner, elle ne participe pas vraiment, elle surveille. Est-ce que la musique n'est pas trop forte ? Est-ce que le poulet n'est pas trop sec ? Est-ce que vous avez assez de vin ? Ses invités, eux, ils passent une bonne soirée. Elle gère. À la fin, tout le monde est ravi et elle est vidée. Au final, tout le monde a profité sauf elle. Troisième personnage, c'est Charles. C'est le micro-manager au travail. Alors lui, il ne peut pas déléguer. Il relit chaque mail de son équipe avant l'envoi. Il refait les présentations pour être sûr. Il demande des points d'avancement toutes les 2 heures. Le résultat de tout ça, c'est que son équipe arrête tout simplement de réfléchir. Pourquoi on va faire des efforts si Charles refait tout de toute façon ? Ils attendent simplement les instructions. Et à la fin, Charles se plaint que sans lui, rien ne fonctionne. C'est normal. Il a créé le problème qu'il prétend résoudre. Dernier personnage, c'est Sophie. C'est la maman hélicoptère. Elle vérifie le sac de son ado tous les soirs, elle fait les devoirs avec lui, en fait souvent à sa place même. Elle appelle ses profs régulièrement, elle demande où il est, avec qui, quand il rentre à chaque sortie. Son ado a 16 ans, mais il n'a jamais appris l'autonomie. Pourquoi apprendre à gérer puisque maman gère tout ? Le jour où Sophie lâchera, et elle lâchera par épuisement, ce sera la catastrophe. Parce qu'elle n'aura pas préparé son enfant à naviguer seul. Au final, ces 4 personnes semblent différentes, mais elles font la même chose. Elles essaient de contrôler l'incontrôlable, de prévoir l'imprévisible ou de sécuriser l'insécurisable. Et ça les épuise. Si vous êtes dans le contrôle excessif, ce n'est pas un défaut de caractère,
C'est un peu comme une stratégie de survie. Notre cerveau a évolué pour détecter les dangers. C'est ce qui nous a permis de survivre aux prédateurs, aux famines et aux guerres tribales. Alors notre cerveau anxieux s'invente des dangers partout. La porte mal fermée, c'est un risque de cambriolage. Le mail mal formulé, c'est un licenciement potentiel. Le regard bizarre du collègue, c'est un sentiment de rejet. L'ado qui rentre avec 30 minutes de retard, il a eu un accident. Bref, l'amygdale, notre système d'alarme interne, peut devenir hyperactive. Surtout si on a vécu des moments où tout était imprévisible, chaotique ou dangereux. Parce que ça s'ancre en nous. Il y a un chercheur québécois qui s'appelle Michel Dugas qui a identifié ce qu'il appelle l'intolérance à l'incertitude. Certains cerveaux supportent très mal de ne pas savoir. L'incertitude déclenche une alarme, une vraie alarme psychologique, hein, du cortisol, de l'adrénaline et de l'hypervigilance. Alors pour contrer ça, on essaie de tout prévoir pour éteindre cette alarme, pour créer une illusion de certitude dans un monde incertain. Ce n'est pas de la folie, c'est une réponse normale à un monde qui peut faire peur. Mais voici le problème, la vie est incertaine par nature, fondamentalement incertaine. Vouloir contrôler la vie pour éliminer l'incertitude, c'est comme vouloir contrôler l'océan pour éliminer les vagues. Ça ne sert à rien. C'est se battre contre son environnement. C'est se battre contre la réalité elle-même. Et ça, c'est une bataille perdue d'avance. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi certains développent ce besoin de contrôle et d'autres non. Parce que le contrôle excessif ne tombe pas du ciel. Il se construit, souvent très tôt. Quand vous êtes enfant, votre cerveau a une mission. C'est la survie. Et il est brillant pour ça. Il observe, il analyse, il trouve des solutions. Si l'environnement est imprévisible, votre cerveau cherche des compensations, des règles, des façons de rendre le chaos prévisible. Et donc à ce moment-là, le contrôle n'est pas un défaut que vous avez développé, c'est juste une stratégie que vous avez inventée pour mieux vivre finalement. Il y a 3 environnements qui créent souvent ce besoin de contrôle. 3 contextes où l'enfant apprend que contrôler égale survivre. D'abord, on a l'environnement chaotique. Imaginez une petite fille. Son père rentre du travail, mais elle ne sait jamais quelle version va rentrer. Le papa joyeux qui va jouer avec elle, le papa en colère qui claque les portes, le papa absent qui s'enferme dans sa chambre et qu'on n'a pas le droit de déranger. Alors que cette petite fille développe un système d'alerte. Elle apprend à observer les signes, le bruit de la voiture dans l'allée, la façon dont la porte s'ouvre, le ton de la première phrase. Elle devient donc une experte de détection du danger. Elle scanne en permanence son environnement pour anticiper, pour se préparer. Et vous vous en doutez, 30 ans plus tard, elle continue à scanner. Parce que ça a toujours fonctionné. Ça lui a toujours permis de mieux gérer la réalité. Sauf qu'entre une gamine de 5 ans et une de 35 ans, il y a quand même une différence. Nous sommes des adultes, on a un rapport au danger qui a évolué. Enfin ça, c'est en théorie. Parce que 30 ans plus tard, elle continue à scanner les expressions des gens, les silences, les micro-signaux. Son système d'alarme ne s'est jamais éteint finalement. Elle contrôle tout ce qu'elle peut contrôler. Parce qu'enfant, ne pas détecter à temps avait des conséquences graves. Mais même si le danger est passé, son cerveau, lui, ne le sait pas. Donc ça, c'est pour l'environnement chaotique. On a également l'environnement surcontrôlé. C'est l'inverse. Le petit garçon, dans sa maison, chaque chose a sa place. Chaque action a une procédure. Chaque imprévu est un problème. Sa mère vérifie son sac d'école tous les soirs. Elle refait son lit le matin comme il faut. Elle coupe sa viande dans son assiette, sinon il va se couper. Elle choisit ses vêtements parce que tu sais pas t'habiller correctement. Le message implicite qui est répété 1000 fois, c'est tu n'es pas capable d'avoir des responsabilités. Le monde est dangereux. Il faut tout contrôler pour être en sécurité. Et l'enfant, il intériorise ce message. Il apprend que lâcher prise égale danger. Que l'imprévu, c'est la catastrophe. Que ne pas tout vérifier, c'est de l'irresponsabilité. Et donc vous vous en doutez, 30 ans plus tard, il refait le travail de son équipe. Il vérifie tout 10 fois, il ne peut pas déléguer. Pas parce qu'il est perfectionniste par nature, mais parce qu'on lui a appris, jour après jour, que ne pas contrôler égale danger. Il a hérité de l'anxiété parentale. Pas génétiquement cette fois, mais par apprentissage. Donc ça, c'est pour l'environnement surcontrôlé. Et on a également l'environnement de responsabilisation précoce. Où là, l'adolescente, elle a 12 ans à peine, mais sa mère est malade, dépressive ou alcoolique,
ou simplement absente émotionnellement. Et là, les petits frères et sœurs à gérer. Des repas à préparer, des devoirs à surveiller, une maison à tenir. Si elle ne prend pas le contrôle, eh bien c'est le chaos. Personne d'autre ne le fera. Et donc, elle est la seule adulte fonctionnelle dans cette maison, même si elle n'a que 12 ans. Et donc, elle apprend que si elle ne gère pas, tout s'effondre. Que c'est elle qui doit tout tenir. Que sans elle, c'est la catastrophe. Et donc, 30 ans plus tard, elle ne peut pas déléguer. Elle ne peut pas demander de l'aide. Et elle ne peut pas lâcher. Elle fait tout, elle s'occupe de tout, et c'est comme ça. Parce que son cerveau lui hurle encore que si tu ne contrôles pas tout, tout va s'effondrer. Et que tout le monde compte sur elle. Elle a donc appris à ses dépens à porter le monde entier sur ses épaules. Et elle ne sait même plus comment le reposer. Donc là, j'ai une petite pensée pour ma maman, évidemment. Bisous maman. Voilà, donc ça c'était pour l'environnement de responsabilisation précoce. Et souvent, face à ces environnements difficiles, l'enfant a deux stratégies principales. Deux façons de répondre. La soumission au contrôle parental, par exemple, c'est le fait d'intérioriser. Tu deviens le bon élève du système anxieux. Tu reproduis ce qu'on t'a montré. L'enfant du parent anxieux devient hyper anxieux. L'enfant du parent contrôlant devient hyper contrôlant. Pas par choix, mais par apprentissage encore une fois, par répétition. C'est ce qu'on t'a montré, ce qu'on t'a toujours montré, et donc tu ne vois la réalité que comme ça en fait. C'est la seule façon de fonctionner que tu connais. Donc ça, c'est la soumission. Ensuite, on a la surcompensation. Ça, c'est faire l'inverse. C'est une espèce de rébellion contre le chaos. Tu jures, jamais plus je ne subirai ça. Tu construis un système de contrôle absolu pour ne plus jamais te sentir impuissant, pour ne plus jamais être dans ce chaos qui t'a fait si peur. L'enfant du foyer chaotique devient parfois le micromanager, pas parce qu'il aime contrôler, mais parce qu'il a juré que plus jamais il ne serait dans cette impuissance. Qu'un enfant qui n'a jamais eu de liberté, qui n'a jamais eu de responsabilité, s'est juré que ses propres enfants feraient ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'épisode précédent sur les histoires qu'on se raconte. Les schémas se forment dans l'enfance, ils deviennent nos prisons d'adultes. Et le contrôle, c'est l'un de ces schémas les plus tenaces. Parce que le vrai problème arrive quand la stratégie devient qui vous êtes. Patrick ne vérifie plus sa porte. Il est le vérificateur. C'est son identité. Delphine n'organise plus ses dîners. Elle est l'organisatrice parfaite. Sans ça, qui est-elle? Pareil pour Charles, il ne gère plus son équipe. Il est le manager qui tient tout. Si son équipe devient autonome, à quoi il sert? Sophie ne protège pas son enfant. Elle est la maman protectrice. Si son ado devient dépendant, son rôle disparaît. C'est là où ça devient une prison. Parce qu'on s'identifie à nos schémas, il nous définit. Parce que lâcher le contrôle, ce n'est pas juste changer un comportement. C'est menacer une partie de qui vous croyez être. C'est perdre un repère identitaire. Et qui est là depuis très longtemps en plus. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est déstabilisant. Parce qu'on tient à notre identité. Même si c'est une création de notre esprit, ou qu'elle peut nous bloquer parfois. Alors voici la question que vous pouvez vous poser. Pas pour tout décortiquer de votre histoire, mais juste pour observer. Qu'est-ce que votre contrôle protège vraiment? Patrick protège quoi en vérifiant sa porte systématiquement? Peut-être la peur de la catastrophe, la peur d'être responsable du pire, la peur que quelque chose de terrible arrive par sa faute. Delphine, elle protège quoi en organisant tout parfaitement? Peut-être la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, ou la peur que les gens découvrent qu'elle n'est pas assez. Charles, quant à lui, protège quoi en infantilisant son équipe? Peut-être la peur d'être exposé comme un imposteur, la peur de ne pas être indispensable, et enfin la peur d'être remplaçable. Et enfin, Sophie, elle, qu'est-ce qu'elle protège en surprotégeant son adolescent? Peut-être la peur de la perte, la peur qu'il lui arrive quelque chose de terrible, ou encore la peur de revivre un trauma. Vous n'avez pas forcément besoin de remonter à votre enfance pour répondre. Demandez-vous juste là maintenant, si je lâche ce contrôle tout de suite, qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Écoutez la réponse, elle est souvent très simple et souvent très révélatrice.
Et voici ce qu'il faut vraiment entendre. Ce qui menaçait l'enfant que vous étiez ne menace plus l'adulte que vous êtes. Le père imprévisible, vous ne vivez plus avec lui. Vous avez votre propre maison maintenant. L'environnement chaotique, vous avez maintenant les ressources pour créer votre propre stabilité. Cet environnement n'existe plus. La responsabilité écrasante, vous pouvez dire non maintenant. Vous pouvez demander de l'aide. Vous avez le choix. Votre stratégie de contrôle a été nécessaire. Elle vous a aidé à vous adapter à votre environnement, pour vous protéger et vous aider à grandir. Mais le danger n'est plus présent. Il est passé. Et votre système d'alarme, lui, ne le sait pas. Il continue de sonner. Il garde en mémoire ce fonctionnement comme un programme qu'on a oublié de mettre à jour. Et donc ça, c'est de votre propre responsabilité. C'est à vous de recabler votre système d'alarme. Vous n'êtes plus cet enfant qui devait tout contrôler pour survivre. Vous êtes un adulte qui peut choisir quand contrôler et quand lâcher. Mais évidemment, quand il s'agit de soi, de s'auto-analyser, c'est très difficile. Beaucoup de gens n'ont même jamais réalisé d'introspection. Et pourtant, c'est là que se trouvent toutes les réponses. Je ne vous demande même pas de plonger dans votre enfance. Pas maintenant, peut-être même jamais. Mais si en écoutant ça, quelque chose résonne, si une image vous vient, si vous vous dites « Ah, mais c'est peut-être de là que ça vient », eh bien, accueillez cette image. Simplement, sans jugement, ni sur vous, ni sur vos parents ou votre environnement. Vos parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs propres blessures, leurs propres peurs et leurs propres schémas hérités. Et vous avez fait ce que vous pouviez également. Comprendre l'origine ne change pas tout magiquement, on est bien d'accord, hein. Mais ça peut transformer la façon dont vous vous regardez. Ça peut donner du sens même à ce que vous pourriez considérer comme des défauts. Mais sachez qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils ont un rôle à jouer. Ils ont une fonction. Sinon, ils ne seraient pas là. Vous pouvez passer de quelqu'un qui contrôle tout à quelqu'un qui a développé le contrôle comme réponse intelligente à quelque chose. La nuance est subtile, mais ça a un impact énorme. Parce que dans le premier cas, c'est qui vous êtes. Dans le deuxième, c'est ce que vous avez appris. Et ce qui a été appris peut être désappris. Il y a 2000 ans, Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a posé une distinction fondamentale qui est simple mais totalement révolutionnaire, à tel point qu'on s'en sert énormément aujourd'hui dans le développement personnel. Il y a ce qui dépend de nous, nos jugements, nos actions, nos réactions, notre attitude. C'est tout, c'est notre petit territoire à nous. Et il y a ce qui ne dépend pas de nous, littéralement tout le reste. Le temps, les autres, le passé, l'avenir, les maladies, les accidents. Marc Aurèle, qui est un empereur romain et l'homme le plus puissant du monde connu à son époque, écrivait dans son journal personnel « Pensez pour moi-même » que les dieux m'accordent la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de distinguer les deux. Et ça a été repris 2000 ans plus tard par les Alcooliques Anonymes, qui contient toute la sagesse du lâcher-prise. L'empereur du monde admettait qu'il ne contrôlait presque rien. Et nous, depuis notre canapé, on pense qu'on va tout maîtriser. En fait, le problème, c'est qu'une part de nous veut contrôler ce qui ne dépend pas de nous. La météo, les pensées des autres, le passé, l'avenir. On dépense une énergie folle sur des territoires qui ne nous appartiennent pas. C'est comme essayer de coloniser l'océan. C'est épuisant et inutile. Et en plus de ça, le contrôle excessif a un prix. Pas toujours visible immédiatement, mais réel. Dans les relations, personne n'aime être contrôlé. Personne. Même avec les meilleures intentions du monde. Le partenaire qui vérifie le téléphone par amour, mais il tue la confiance. Et sans confiance, l'amour meurt. Le parent qui surveille tout, il crée un enfant qui ne sait pas voler de ses propres ailes. Ou qui va se rebeller violemment. Le contrôle étouffe, l'amour a besoin d'espace pour respirer. Dans le corps, l'hypervigilance permanente maintient le cortisol élevé. C'est l'hormone du stress. Et ce cortisol, qui est toujours présent un petit peu dans l'organisme, entraîne de l'inflammation chronique. Ça affaiblit le système immunitaire, ça engendre des troubles du sommeil, des problèmes digestifs et même de l'hypertension. Au final, c'est votre corps qui paie la facture de l'anxiété permanente. Et elle est salée. Dans la créativité, le contrôle déteste l'imprévu. Or, la créativité naît souvent de l'accident heureux, de l'erreur féconde, du chaos créatif.
J'ai un exemple qui me vient en tête. Le pain a été créé suite à une erreur. S'il y a trop de contrôle, il n'y a pas d'innovation. Et dans la joie, si on anticipe tout, on ne vit plus le présent. On est toujours dans la projection du moment d'après sans jamais être véritablement présent. Vous planifiez tellement la joie que vous ratez la joie. Pour illustrer un peu tout ça, je vais vous raconter deux approches du jardinage. On a l'agriculteur en monoculture. Il veut un champ parfait de maïs, rien d'autre. Juste du maïs. Alors il laboure, il retourne la terre, il arrache chaque mauvaise herbe, il pulvérise des pesticides pour éliminer les insectes, il ajoute des engrais chimiques parce que le sol s'épuise. Chaque année, il recommence. Il laboure, il traite, il contrôle, il surveille. Il laboure, il traite, il contrôle, il surveille. Il mobilise une énergie folle, des machines, du carburant, des produits chimiques, du temps, de l'argent, bref. Mais ça fonctionne. Il a son champ de maïs. Il est parfaitement aligné, parfaitement contrôlé. Mais au moindre relâchement, tout s'effondre. Une année sans labour, les mauvaises herbes envahissent tout. Un été sans pesticides, les insectes dévorent tout. Il est en guerre permanente contre la nature. Et la nature, elle ne se fatigue jamais. Le permaculteur, lui, va créer un jardin-forêt. Il a compris quelque chose de fondamental. Si vous laissez une terre à nu libre, elle devient une forêt. C'est le cas dans 90% des terres en France, je crois. C'est le mouvement naturel, la succession écologique. La nature va toujours dans cette direction. Alors, au lieu de lutter contre ce mouvement, il va composer avec. Il prépare son sol une fois éventuellement, avec soin. Il choisit ses arbres, ses plantes. Il crée un écosystème, puis il plante. Et ensuite, il observe. Certaines plantes prospèrent, d'autres meurent. Des mauvaises herbes poussent. Elles protègent le sol, nourrissent les insectes. Des champignons apparaissent. Il crée des réseaux mycorhiziens qui nourrissent les arbres. Le jardin-forêt s'autorégule, s'auto-nourrit, s'auto-protège. Le permaculteur, il intervient parfois. Il va faire quelques tailles par-ci par-là, un arrosage les premières années, mais 90% du temps, il boit son café et regarde pousser. Il a arrêté de contrôler, il commence à accompagner. Et là, la différence d'énergie est hallucinante. L'agriculteur en monoculture, c'est 100 unités d'énergie pour maintenir son système artificiel contre nature. Alors que le permaculteur, c'est 10 unités d'énergie pour accompagner le mouvement naturel. L'un se bat contre la pente, l'autre descend avec la rivière. Si on résume, le jardin-forêt mental, c'est quoi ? C'est choisir consciemment ce qui est important pour vous, puis laisser la vie faire son travail. Si vous voulez explorer votre rapport au contrôle, voici un exercice simple mais révélateur. Vous prenez une feuille et un stylo et vous tracez 3 colonnes. La colonne 1, c'est mon territoire. Ce sur quoi vous avez un contrôle direct. Vos actions, vos choix, vos paroles, votre effort et votre attitude face aux événements. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est vraiment le vôtre, c'est votre territoire. La colonne 2, c'est la zone d'influence. C'est ce que vous pouvez influencer, mais pas garantir. Par exemple, l'éducation de vos enfants. Vous pouvez guider, mais pas contrôler qui ils vont devenir. Vos propositions au travail. Vous pouvez suggérer, mais pas imposer. Vos relations, vous pouvez être la meilleure version de vous-même. Peut-être que l'autre peut partir quand même. Ensuite, vous avez la colonne 3, c'est la terre étrangère. Et ça, c'est tout le reste. La météo, la pensée des autres, l'économie, la politique, le passé, le futur, les décisions des autres, leurs émotions, leurs actions, les accidents, les maladies, bref, tout le reste. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer vos préoccupations actuelles dans ces colonnes. Tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous empêche de dormir, tout ce sur quoi vous passez votre énergie mentale. Soyez honnête, brutalement honnête, et vous regardez votre feuille. Si vous êtes comme la plupart d'entre nous, 80% de votre énergie mentale va dans la colonne 3. Autrement dit, vous passez votre vie à essayer d'habiter un territoire qui ne vous appartient pas. Vous êtes un général qui épuise ses troupes à vouloir conquérir l'océan. La décision pour cette semaine, c'est réorienter progressivement votre énergie vers les colonnes 1 et 2. Quand vous vous surprenez à stresser, demandez-vous quelle colonne ? Colonne 3, tu respires. Tu observes ton anxiété qui revient machinalement. Et puis tu tentes une action qui va dans la direction de la colonne 1 ou 2. Alors attention, parce que il y a peut-être des gens qui vont mal comprendre. Lâcher le contrôle, ce n'est pas je m'en fous de tout et je ne fais plus d'efforts.
C'est plutôt je choisis mes batailles. Vous êtes un général avec des ressources limitées, vous ne pouvez pas défendre toutes les collines en même temps. Vous devez simplement choisir celle qui compte vraiment. Abandonner, ça veut dire je ne fais plus rien, de toute façon ça ne sert à rien. Alors que lâcher prise, c'est j'agis sur ce que je peux, mais j'accepte le reste. Alors cette semaine, faites l'exercice des 3 colonnes. Regardez où part votre énergie, puis choisissez une chose dans la colonne 3 que vous vous engagez à arrêter de contrôler. Peut-être que c'est arrêter de vérifier la météo 10 fois pour samedi, ou envoyer un mail sans le relire 5 fois, ou laisser votre conjoint gérer une tâche de sa façon, même si ce n'est pas comme vous l'auriez fait. Observez ce qui se passe et demandez-vous si le monde s'écroule. La plupart du temps, vous vous rendrez compte que non. Votre jardin intérieur n'a pas besoin d'un gardien anxieux qui vérifie chaque feuille. Il a besoin d'un jardinier qui prépare le terrain, plante les graines et fait confiance au processus. Les plus belles fleurs sont souvent celles qui poussent là où on ne les attendait pas. Dans les fissures, dans les coins oubliés, dans le chaos créatif de la vie. Le printemps n'arrive pas parce qu'on l'a planifié minute par minute dans un tableau Excel. Il arrive parce qu'on a préparé le terrain et qu'on a eu la sagesse de laisser faire. La semaine prochaine, on parlera du piège de la comparaison. Comment le fait de regarder le jardin des autres nous empêche de cultiver le nôtre. Comment les réseaux sociaux ont transformé la vie en compétition permanente où personne ne gagne vraiment. D'ici là, respirez vraiment et maintenant. Cette respiration, c'est la seule chose que vous contrôlez vraiment en cet instant. Arrêtez de planifier la floraison, contentez-vous de prendre soin de la terre. Le printemps connaît le chemin. C'était Winter Bloom. Et rappelez-vous, le contrôle excessif n'est pas qui vous êtes. C'est ce que vous avez appris à faire pour survivre à qui vous étiez. L'enfant en vous a créé cette stratégie avec les outils qu'il avait. L'adulte en vous peut maintenant choisir de nouvelles stratégies. Votre jardin intérieur n'a pas besoin d'un dictateur anxieux, juste d'un jardinier qui sait quand agir et quand laisser faire.